Avec le passage à la phase 4, l'équipe du CEPIAS a actualisé les recommandations régionales relatives à la gestion de l'épidémie Covid-19. Ce nouveau webinaire n'a pas pour objet de décrire l'ensemble des mesures en détail. Nous allons aborder les questions pour lesquelles nous sommes beaucoup sollicités et qui vous concernent. 2 autres webinaires sont à disposition en complément, l'un spécifiquement dédié à la ville, le second au secteur médico-social. La phase 4 signe le temps de la reprise de l'activité, reprise nécessaire mais qui doit se faire pas à pas afin de préserver les capacités en ressources humaines notamment et aussi en lits, que ce soit pour les services de réanimation ou pour les services avec secteur Covid-19. Dans cette phase, marquée par le déconfinement progressif, nous revenons à une stratégie de recherche active des nouveaux cas et des sujets contaminés parmi leurs contacts. Les mesures visant à protéger les personnes vulnérables et les professionnels de santé sont poursuivies afin d'éviter une augmentation rapide du nombre des formes graves et d'autre part d'éviter la contamination des soignants et la survenue de cas nosocomiaux. Sur cette diapo, nous reprenons l'objectif de la stratégie nationale ainsi que les moyens mis en œuvre dans cette nouvelle phase. Pour information aussi, cette diapo reprend la liste actualisée des sujets qui présentent des facteurs de risque associés à l'évolution vers une forme sévère d'infection à SARS-CoV-2. Encore une fois, nous avons souhaité mettre l'accent sur la nécessité de ne pas relâcher l'application des précautions standards, dites standard plus ou standard renforcé, des mesures qui doivent être appliquées pour tous les soins et quel que soit le statut du patient pris en charge pendant cette période particulière. En tout premier lieu, rappelons la nécessité du port en continu du masque chirurgical par les soignants. Le port du masque protège le soignant et contribue aussi à diminuer la circulation du virus dans les établissements de santé. Pour être efficace, le masque doit être bien appliqué, il doit rester sec, il ne doit pas être immobilisé, et lorsque le masque est touché par inadvertance, le soignant doit alors réaliser une friction. Nous voulons aussi rappeler fortement que les masques sont des dispositifs à usage unique. En aucun cas, ils ne doivent être retraités afin de garantir la sécurité des professionnels qui les portent. Le port en continu des APR de type FFP2 est réservé aux services pour lesquels les gestes invasifs sur la sphère ORL sont très fréquents, c'est-à-dire en pratique aujourd'hui, dans les seuls secteurs Covid-19 des services de réanimation. Dans le cadre des précautions standard plus, le renforcement de l'hygiène des mains est crucial. L'hygiène des mains permet à la fois de diminuer le risque de contamination des soignants, mais aussi de prévenir la diffusion intra-établissement du SARS-CoV-2. L'hygiène des mains est bien sûr à privilégier par la friction avec un soluté ou un gel hydroalcoolique virucide, en dehors des contre-indications à la friction, c'est-à-dire lorsque les mains sont visuellement sales ou humides. Dans ce cas, les mains doivent être lavées avec un savon doux et séchées avec des essuie-mains à usage unique. Il existe aujourd'hui une tension sur les gants à usage unique. Donc il est essentiel de veiller à ce que les professionnels puissent disposer de ces dispositifs pour les soins qui nécessitent le port des gants. Donc en tout premier lieu, il est nécessaire de porter des gants de soins pour les soins qui présentent un risque de contact avec le sang ou un autre liquide biologique, comme la salive, les urines ou les sécrétions vaginales par exemple. Le port des gants en excès doit être découragé fortement pour les soins qui n'exposent pas les professionnels au liquide biologique. Outre le fait que cela est associé à un moindre respect des opportunités d'hygiène des mains et de fait favorise la transmission croisée, aujourd'hui, alors que la pénurie de gants est proche, les dispositifs doivent être réservés en priorité aux gestes pour lesquels ils sont absolument nécessaires.
Pour éviter de contaminer les surfaces touchées avec les mains gantées, les gants doivent être retirés dès que possible. Nous profitons de ce webinaire pour rappeler fortement que la friction réalisée sur les gants ne correspond en rien à une hygiène des mains. D'une part, les gants ne sont pas désinfectés correctement, et surtout ils deviennent poreux et ne protègent plus, à ce moment-là, les soignants de façon optimale. Pour ce qui est des autres EPI, le passage à la phase 4 est associé à une nouvelle recommandation à appliquer pour tous les patients, quel que soit leur statut Covid, pendant cette période particulière. En effet, lorsque le soignant risque d'être exposé par aérosolisation de liquide biologique de la sphère ORL, pendant toute la phase 4, le soignant doit porter un masque FFP2. C'est par exemple le cas lors de l'intubation, de la nasofibroscopie, des soins de trachéo ou de kiné respiratoire. Lorsque le risque de projection de liquide biologique ne concerne pas la sphère ORL, les précautions standards habituelles s'appliquent avec port de masque chirurgical. C'est par exemple le cas ici avec des soins de plaies étendues ou exsudatives. Dans tous les cas, les dispositifs de protection doivent, comme nous l'avons rappelé déjà pour les gants, être retirés dès que possible afin de limiter la contamination des soignants à partir des pathogènes qui sont à la surface de ces dispositifs. Les précautions standards renforcées, qui sont nécessaires pour l'épisode Covid-19, font une place très importante au bionettoyage. Celui-ci doit être renforcé, réalisé avec des produits virucides, afin de diminuer le risque de contamination des patients et des soignants par les virus qui sont disséminés dans l'environnement autour des cas. Habituellement, il est recommandé d'utiliser pour le bionettoyage des gants à usage unique qui sont changés entre deux chambres. Aujourd'hui, et de façon transitoire, compte tenu de la tension qui concerne les gants à usage unique, nous recommandons d'utiliser des gants de ménage classiques afin de réserver les gants à usage unique pour les soins qui nécessitent de les porter. Une attention particulière doit être donnée à l'entretien des dispositifs en contact avec les patients. Ils doivent être désinfectés avec des lingettes détergentes désinfectantes, cela systématiquement entre deux patients. Enfin, rappelons l'importance du bionettoyage quotidien. Celui-ci doit être complété par l'aération des locaux le plus importante que possible. Aujourd'hui, l'élimination des déchets liés à la prise en charge des patients cas ou suspects Covid-19 reste dans la filière d'Asri. Enfin, rappelons que pour les patients non Covid-19 et pour les patients Covid-19 guéris, l'interdiction des soins de conservation des corps est toujours en vigueur. Pour ce qui concerne les patients Covid-19 cas ou suspects, s'ajoute à l'impossibilité des soins de conservation des corps la nécessité d'une mise en bière immédiate. La phase 4 fait une grande place aux tests diagnostiques de type RT-PCR. La mise en œuvre de ces tests est nécessaire dans certaines conditions. Nous allons les présenter en détail. Sur ce schéma est représenté le déroulé d'une infection à SARS-CoV-2 pour un sujet ne développant pas de forme grave, de la contamination à la guérison. 3 périodes peuvent être distinguées. Premièrement, la période d'incubation, qui a suivi le contact avec un cas. Deuxièmement, la période de contagiosité, qui débute 48 heures avant le début des signes et dure 10 jours. Et enfin, la guérison, qui intervient 8 jours après le début des symptômes. Donc, comme vous pouvez le voir
sur ce schéma, les résultats de la PCR réalisés à partir d'un prélèvement nasopharyngé de qualité sont généralement positifs 48 heures avant le début des symptômes et peuvent rester positifs très longtemps après la guérison par la détection d'ARN viral non infectieux. Les laboratoires où peuvent être réalisés les prélèvements et les analyses sont maintenant très nombreux. Vous pouvez les identifier facilement sur le site de l'ARS à l'adresse mentionnée ici. Aujourd'hui, les prélèvements salivaires ou oropharyngés ou encore de crachat ne sont pas au point. Seuls les prélèvements nasopharyngés doivent être réalisés. Leur réalisation nécessite une formation. Un défaut de qualité du prélèvement pourra être responsable de résultats faussement négatifs. Rappelons aussi que le prélèvement peut provoquer de la toux et donc un geste à risque d'aérosolisation. Donc le préleveur doit porter un FFP2. Les tests doivent être réservés à des indications très précises, en dehors desquelles leur réalisation n'est pas recommandée. En particulier, ils ne doivent pas être utilisés pour lever les mesures Covid-19 ni pour décider des transferts. Les parcours doivent être fluidifiés. La levée des mesures Covid doit être faite dès que possible. Dans ce cas, les précautions additionnelles, contacts et gouttelettes, sont stoppées et le patient peut quitter le secteur Covid-19 le cas échéant. Donc pour un patient sans facteur de risque d'évolution vers une forme grave de Covid-19, les mesures peuvent être levées 8 jours après le début des signes et en absence de fièvre et de dyspnée depuis 48 heures. Pour un patient présentant un ou plusieurs facteurs de risque, le délai sera de 10 jours. Dans le cas d'un patient asymptomatique pour lequel la PCR est positive, l'interprétation est plus complexe, en l'absence de tests sérologiques satisfaisants qui ne sont pas à disposition aujourd'hui. Donc il peut s'agir d'une infection ancienne, avec un patient guéri, ou encore d'une infection débutante, ou encore d'une infection sans symptômes. Pour statuer, un avis spécialisé est nécessaire. Si on retrouve un antécédent de symptômes qui est supérieur à 10 jours, on peut estimer que le patient est guéri. Et en absence d'antécédents de symptômes, il faudra mettre des mesures en place autour de lui et ces mesures pourront être levées à 10 jours du test PCR ou 12 jours s'il s'agit d'un patient qui présente des facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Pour un soignant infecté, symptomatique, la guérison et le retour au travail interviennent à J8 en absence de fièvre et de dyspnée depuis 48 heures, ou J10 en présence de facteurs de risque d'évolution vers une forme grave. Et pour un soignant détecté positif mais asymptomatique, c'est parfois le cas au cours des investigations, l'éviction ne sera pas obligée, elle sera décidée avec le médecin du travail. Le soignant peut continuer à travailler s'il respecte bien sûr le port du masque chirurgical en continu et s'il réalise une autosurveillance. L'obtention d'un test PCR positif pour un patient symptomatique hospitalisé depuis plus de 14 jours suggère une contamination nosocomiale. Le signalement externe sur ISIN s'impose, ainsi qu'une investigation à la recherche de cas additionnels, parmi les patients et les soignants dits contacts. Signalement et investigation seront aussi nécessaires de toute façon pour toute découverte fortuite de Covid-19 au cours de l'hospitalisation. La notion de contact répond à des caractéristiques très précises.
Vous avez la définition actuelle sur cette diapositive. Il s'agit de contact avec un cas, sans mesure barrière. Le nombre de contacts autour d'un cas est en principe très limité dans un établissement de santé du fait de l'application des mesures barrières. En particulier, il n'y a pas de contact à risque si le cas ou si les contacts potentiels portaient un masque chirurgical ou un FFP2 pendant la période séparant le jour 48 heures avant le début des symptômes du cas et le jour du diagnostic. Les contacts du cas retrouvés parmi les patients et les soignants doivent être dépistés à leur tour. En cas d'hospitalisation en chambre double, le patient de la même chambre sera certainement le plus souvent le seul contact retrouvé. Nous allons maintenant aborder dans les diapositives suivantes certains points liés à la reprise des activités dans les services de médecine et de chirurgie. Tout d'abord dans les services de médecine. Alors pour raisonner, il est nécessaire de distinguer les soins avec ou sans geste invasif sur la sphère ORL. Pour simplifier, commençons par les soins sans geste invasif sur la sphère ORL. Dans ce cas, il y a deux situations. Tout d'abord, celle de la prise en charge d'un patient asymptomatique. Dans ce cas, le soignant et le patient portent tous les deux un masque chirurgical. Le soignant en permanence et le patient lorsqu'il sort de sa chambre. La deuxième situation est celle d'un patient cas ou suspect Covid. S'il s'agit d'une consultation non urgente, elle pourra éventuellement être reportée. Sinon, et dans les autres cas, les précautions contact et gouttelettes s'appliquent. Patient et soignant sont masqués et le soignant porte une surblouse à usage unique. D'autre part, le sujet suspect doit faire l'objet d'un test PCR pour déterminer s'il s'agit d'une infection à SARS-CoV-2. Si le port du masque du soignant et ou du patient risque d'entraver le soin, c'est par exemple le cas en orthophonie, le ou les masques peuvent être retirés de façon temporaire. Dans ce cas, la distanciation et éventuellement l'utilisation d'une barrière physique limiteront les risques de contamination. Si plusieurs patients cas ou suspects Covid-19 doivent être pris en charge, nous continuons à recommander l'utilisation d'une surblouse à manches longues protégée par un tablier à usage unique. Le tablier étant seul à être changé entre deux chambres de patients Covid-19. En effet, la multiplication des déshabillages augmente le risque de contamination des soignants. Pendant la phase 4, la prise en charge de tous les patients, quel que soit leur statut Covid-19, va présenter donc des particularités s'agissant des soins avec risque d'aérosolisation de la sphère ORL. Vous avez ici une liste de ces gestes. Vous voyez qu'en particulier, un grand nombre de gestes sont réalisés par les ORL. Pour ces soins, le patient n'est pas masqué, mais le soignant est protégé par un FFP2. Et pour le reste, les mesures sont identiques à celles nécessaires pour les soins sans geste invasif sur la sphère ORL. L'activité chirurgicale reprend. Priorité doit être faite aux patients qui ont été déprogrammés en phase 3. Comme pour les services de médecine, certaines mesures spécifiques doivent s'appliquer dans cette période épidémique particulière afin de limiter le risque de contamination des soignants. Tout d'abord les anesthésistes qui doivent intuber avec un FFP2 pour tout opérer, quel que soit leur statut Covid-19.
Ensuite, les mesures prises au bloc opératoire vont dépendre de deux choses. D'une part, du risque d'aérosolisation de la sphère ORL au cours de la chirurgie, et d'autre part, du caractère urgent ou non urgent de l'intervention. Vous avez ici une liste des chirurgies qui présentent un risque d'aérosolisation de la sphère ORL. Pour un patient Covid-19 connu et une chirurgie urgente, sans risque d'aérosolisation de la sphère ORL, l'intervention se fera de façon habituelle. A l'inverse, l'ensemble de l'équipe en salle sera masqué avec un FFP2. Dans les deux cas, les patients, puisqu'ils sont Covid-19, seront hospitalisés avec les précautions contact et gouttelettes en post-opératoire. Pour le cas d'un patient suspect Covid-19, la chirurgie va être réalisée de façon habituelle si elle n'est pas à risque d'aérosolisation, ou avec un FFP2 pour toute l'équipe dans le cas contraire. De plus, en fonction du résultat de la PCR diagnostique, le patient sera hospitalisé en conditions Covid-19 si le test est positif, ou en conditions habituelles, avec les précautions standards renforcées, si le test est négatif. Enfin, dans le cas d'un patient asymptomatique, toujours en chirurgie urgente, pour ce qui concerne la question du risque d'aérosolisation, le raisonnement est similaire à ce que l'on a vu précédemment. Lorsqu'il existe, l'intervention se fait avec un FFP2 pour tous les professionnels en salle, et ensuite, en fonction de la PCR, le post-op se fait avec les précautions contact et gouttelettes pour les patients qui ont une PCR positive ou avec les précautions standards renforcées pour les résultats de PCR négatifs. Lorsque la chirurgie ne comporte pas de risque d'aérosolisation ORL, une question supplémentaire se pose qui est celle d'une notion d'un contact avec un cas dans les 15 jours précédant cette chirurgie. S'il n'y a pas cette notion, l'intervention sera classique. A l'inverse, s'il y a donc une notion possible de contact, l'intervention va se faire de la même manière que s'il s'agissait d'un cas ou d'un suspect Covid, et en fonction des résultats de la PCR, le post-op se fera avec les précautions Covid-19 ou de façon classique pour ce patient, en fonction des résultats de la PCR. Pour la chirurgie réglée, les interventions des patients Covid-19 doivent être reportées jusqu'à leur guérison. Les patients suspects doivent faire l'objet d'une PCR diagnostique et leur intervention doit aussi être reportée de la même façon si la PCR est positive. Dans le cas d'un patient asymptomatique, se posent deux questions, celle de la chirurgie et de l'aérosolisation potentielle, et deuxièmement, celle d'un contact avec un Covid-19 dans les 15 jours précédents. Si aucune de ces deux conditions n'est retrouvée, l'intervention sera habituelle, et à l'inverse, si une des deux conditions est retrouvée, un test PCR doit être réalisé, et s'il est positif, l'intervention sera reportée de 14 jours, sans refaire de test positif, bien sûr. L'ensemble des recos présentés a fait l'objet d'une analyse partagée avec les responsables de notre ARS. Vous trouverez sur notre site le diaporama de ce webinaire. Nous vous encourageons à vous rendre régulièrement sur ce site, ainsi que sur celui de l'ARS. Les documents évoluent vite en fonction de la situation et sont régulièrement mis à jour.